Imaginez la scène. Un dîner en famille, quelconque, ordinaire. Un enfant de 10 ans lève les yeux de son assiette et pose une question. Simple, directe, un peu gênante. Il dit si la France doit 3 000 milliards d'euros, si les États-Unis doivent 35 000 milliards de dollars, si le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Chine, si tous les grands pays du monde sont endettés, à qui est-ce qu'ils doivent tout cet argent? Vous cherchez votre réponse. La table se tait. Personne autour de vous ne la connaît vraiment. Et pourtant, cette question dit tout sur le système monétaire dans lequel vous vivez. Son vrai fonctionnement est probablement très différent de ce que vous imaginez. Et ses conséquences atterrissent déjà dans votre quotidien, sans que vous le sachiez. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le grand angle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui sont réellement les créanciers de la dette mondiale. Et pourquoi cette réponse est bien plus instructive que n'importe quel slogan financier. Vous allez comprendre le mécanisme exact par lequel les États empruntent, refinancent et roulent leurs dettes depuis des décennies, et pourquoi ce système ne repose pas sur des chiffres, mais sur la confiance. Et surtout, vous allez repartir avec une grille de lecture précise, 3 indicateurs concrets qui vous permettront de distinguer une dette soutenable d'une dette réellement dangereuse, et de comprendre où se situent les risques réels aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez exactement ce que tout cela change pour vous, pour votre épargne et pour les services publics que vous utilisez. Pour ne pas perdre le fil de cette analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez alors averti de chaque nouveau dossier. Posons les faits précisément. La dette mondiale totale en 2025, gouvernement, entreprises et ménages confondus, dépasse 300 000 milliards de dollars. C'est 3,5 fois le produit intérieur brut mondial. Pour vous donner une mesure concrète, si l'on vendait l'intégralité de ce que produit l'humanité entière pendant 3 ans et demi, on ne rembourserait pas tout. Les États-Unis portent une dette publique supérieure à 35 000 milliards de dollars, qui augmente en moyenne de 2 000 milliards par an. La France affiche une dette autour de 110% de son produit intérieur brut, soit un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Le Japon est dans une situation encore plus extrême. Sa dette publique dépasse 250% de son produit intérieur brut. L'Italie tourne autour de 140%. Tous les membres du G20 sont massivement endettés. Et pourtant, ces pays se financent chaque jour sur les marchés internationaux, à des taux qui varient selon leur situation. Voilà où commence la vraie question. Qui sont réellement leurs créanciers? La réponse se décompose en 4 grandes catégories, et chacune révèle une couche différente du système. Premier créancier, les banques centrales. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon. Mais ici, il faut corriger une idée fausse très répandue. Dans la zone euro, la Banque centrale européenne n'achète pas des obligations françaises ou italiennes directement au Trésor. Elle les rachète sur le marché secondaire, c'est-à-dire auprès d'acteurs qui les détiennent déjà. C'est une distinction juridique et opérationnelle importante. Il s'agit d'une intervention sur les marchés dont l'effet principal est de faire baisser les taux d'intérêt que les États paient pour se financer. Depuis 2008, les grands bilans des banques centrales ont considérablement grossi à travers ces rachats. Mais ce n'est pas tout. Deuxième créancier, les institutions financières privées. Compagnies d'assurance, fonds de pension. Ces acteurs gèrent des milliers de milliards d'euros d'actifs, et une part significative de ces actifs est investie en obligations d'État. Pourquoi? Parce que ces obligations sont considérées comme les placements les plus sûrs du système financier. Et voici un point que vous ne savez peut-être pas. Une grande partie de la dette publique française est détenue sur le territoire national, par des assureurs, des banques, des mutuelles, et indirectement, via l'assurance vie, par des millions d'épargnants français. Vous êtes souvent créancier de votre propre État sans le savoir. Troisième créancier, les gouvernements étrangers. La Chine détient environ 1000 milliards de dollars de dette américaine. Le Japon un peu plus. Les pays producteurs de pétrole du Golfe, des centaines de milliards. Ces pays accumulent des réserves de change issues de leurs excédents commerciaux et les placent en obligations des grandes puissances. Principalement américaines, parce que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Et le quatrième créancier est le plus déterminant. C'est le marché lui-même, c'est-à-dire la confiance collective de millions d'acteurs financiers. Car voici le mécanisme que personne n'explique vraiment. Les États ne remboursent pas leur dette. Ils la roulent.
Quand une obligation arrive à échéance, disons une obligation française à 10 ans émise en 2015, l'État ne rembourse pas en prélevant sur les impôts. Il émet une nouvelle obligation pour rembourser l'ancienne. Ce refinancement permanent est la réalité quotidienne de tous les trésors publics du monde. Et cette mécanique fonctionne tant que les marchés font confiance à l'émetteur. Dès que cette confiance vacille, le coût du refinancement explose. La démonstration la plus claire de cela, vous l'avez peut-être oublié. En octobre 2022, la première ministre britannique, Liz Truss, a annoncé un plan de réduction fiscale massive, non financé. En quelques heures, les marchés ont sanctionné le Royaume-Uni. Les taux sur les obligations britanniques ont bondi. La Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence pour stabiliser le marché. Liz Truss a démissionné 45 jours après son entrée en fonction. C'est ça, le vrai pouvoir des créanciers. Pas un individu mystérieux dans un bureau. Un marché, des algorithmes, des millions de décisions d'achat ou de vente, et la capacité de faire monter les taux d'un pays en quelques heures. Concrètement pour vous, tout cela se traduit par un chiffre très précis. Depuis la remontée des taux décidée à partir de 2022, la Banque centrale européenne est passée de taux proches de zéro à environ 4% en 2023, avant une légère détente en 2024 et 2025. Le coût de refinancement de la dette française a augmenté de manière très significative. La charge d'intérêt de la France, c'est-à-dire la somme que l'État verse chaque année aux détenteurs de ses obligations, est en passe de devenir l'un des premiers postes du budget national. À horizon proche, elle pourrait dépasser le budget de la défense. Chaque hausse d'un point de taux représente sur la durée du renouvellement progressif des obligations des milliards d'euros supplémentaires à payer chaque année. Ce sont des milliards qui ne vont pas à l'hôpital, aux retraites, aux universités, aux infrastructures. Aux États-Unis, la situation est également visible. En 2023, l'agence de notation Fitch a dégradé la note des États-Unis, un signal symbolique fort. Les marchés continuent néanmoins d'acheter des bons du Trésor américain parce que le dollar n'a pas d'alternative crédible à court terme. Mais cette domination n'est pas une loi de la nature. Elle repose sur la confiance, et la confiance s'entretient. Ce qui nous amène à la notion centrale que vous devez retenir. La soutenabilité de la dette est infiniment plus importante que son montant brut. Une dette à 110% du produit intérieur brut peut être parfaitement gérable si la croissance est solide, si l'inflation reste modérée et si les marchés font confiance à la trajectoire budgétaire du pays. Elle peut devenir dangereuse si les taux montent, si la croissance stagne et si un budget improvisé sème le doute. C'est exactement ce que vous avez vu au Royaume-Uni en 2022. Le Japon illustre ce paradoxe à l'extrême. Sa dette dépasse 250% de son produit intérieur brut. Et pourtant, il se finance à des taux très bas. Pourquoi? Parce que sa dette est détenue à plus de 90% par des résidents japonais, notamment la Banque du Japon elle-même et les épargnants domestiques. La confiance intérieure compense la vulnérabilité extérieure. C'est un amortisseur que vous ne pouvez pas mesurer en regardant un seul chiffre. Il faut aussi mentionner un mécanisme historique moins connu, que les économistes appellent la répression financière. Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances occidentales avaient accumulé des dettes colossales. Elles ne les ont pas remboursées par l'austérité. Elles les ont érodées progressivement en maintenant des taux d'intérêt artificiellement bas pendant que l'inflation courait, réduisant ainsi en termes réels le poids de la dette. L'inflation du pic de 2022 et 2023 a d'ailleurs produit un effet similaire, modeste mais réel, sur le poids relatif de certaines dettes publiques. Voilà ce que la dette mondiale révèle vraiment. Elle révèle d'abord que le vrai risque n'est pas dans le chiffre. 35 000 milliards, 300 000 milliards, ces chiffres impressionnent. Mais ils ne vous disent rien sur la soutenabilité. Ce qui compte, c'est le rapport entre la charge d'intérêt et la capacité de l'État à la financer, la confiance des marchés dans la trajectoire budgétaire et la profondeur de la base de créanciers domestiques. Elle révèle ensuite que le système repose entièrement sur la confiance et que cette confiance peut s'évaporer très vite. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui s'est passé en 45 jours au Royaume-Uni en 2022, en quelques semaines en Grèce en 2010, à de multiples reprises en Argentine. Le signal que vous pouvez surveiller vous-même n'est pas le niveau de la dette. C'est le spread, l'écart entre les taux d'un pays et les taux de référence européens. Quand le spread s'élargit, c'est le marché qui exprime un doute. Quand il se resserre,
C'est la confiance qui revient. Elle révèle enfin que l'accumulation de la dette depuis 40 ans n'est pas un accident ni un complot. C'est le résultat d'un choix politique répété dans les démocraties. Reporter les arbitrages difficiles plutôt que de les assumer. Emprunter pour dépenser aujourd'hui ce que les générations futures financeront demain. Ce n'est pas une révélation choquante. C'est la logique structurelle d'un système où l'horizon électoral est court et où les promesses coûteuses se refinancent plus facilement que les impopularités se surmontent. La question qui reste ouverte est celle-ci. À mesure que la charge d'intérêt absorbe une part croissante de votre budget national, quelle marge restera-t-il pour financer la transition énergétique, la défense, les retraites, les grands défis du siècle qui vient? La prochaine fois que vous entendrez parler de la dette d'un pays, ne regardez pas seulement le chiffre brut. Regardez trois choses. Le niveau des taux auxquels ce pays se refinance, la part de sa dette détenue domestiquement qui constitue un amortisseur de confiance, et l'évolution de la charge d'intérêt dans son budget. Ce sont ces trois indicateurs qui vous diront si la situation est maîtrisée ou si le point de bascule approche. Une question pour terminer. Pensez-vous que les États occidentaux parviendront à réduire réellement leur endettement dans les prochaines décennies ou continueront-ils à le rouler indéfiniment? Les commentaires sont là pour ça. Je lis chacun d'entre eux. Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.